Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire, l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les observateurs de l'Union africaine ont rencontré les autorités djiboutiennes. Et toujours dans l'actualité nationale, inspection des dégâts provoqués par les pluies torrentielles sur les passerelles des plantations dans la région d'Arta, plus précisément dans le pays de Merdjoug. Et dans l'actualité internationale, en Cisjordanie, 11 morts et plus de 80 blessés au cours d'un raid israélien à Naplouse. Et nous commençons à la une de l'actualité dans une déclaration faite sur les antennes de la radio-télévision de Djibouti à l'occasion de la fermeture de 2 semaines de campagne pour les élections législatives prévues demain. Le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, a rappelé que ces 2 semaines de campagne se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Écoutons-le. 2 semaines de campagne électorale, le moment tant attendu par les électrices et les électeurs est venu. Demain, vendredi 24 février 2023, c'est le jour du scrutin pour les élections législatives. La campagne électorale s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Les partis en lice, à savoir l'Union pour la majorité présidentielle, UMP, et l'Union démocratique pour la justice, UDJ, ont fait preuve de maturité politique et de courtoisie, et c'est tout en leur honneur. Pour le scrutin de demain, 230 295 électeurs sont inscrits sur le fichier électoral national. Ces électeurs sont répartis sur 586 bureaux de vote sur l'ensemble des 6 circonscriptions de notre pays. Les bureaux de vote seront ouverts à partir de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures. Pour votre information, l'Union pour la majorité présidentielle présente des candidats pour l'ensemble des 6 circonscriptions de notre pays, tandis que l'Union pour la démocratie et la justice présente des candidats pour la circonscription électorale de Djibouti-Ville et la circonscription électorale d'Arta. Je voudrais informer que les personnes qui n'ont pas retiré jusqu'au jour d'aujourd'hui leur carte d'électeur, ils peuvent le récupérer le jour du scrutin auprès de leur bureau de vote. Bien sûr, ces personnes doivent présenter une pièce d'identité. À l'heure actuelle où je vous parle, tout est réuni pour que ces élections législatives se tiennent dans de bonnes conditions. Je demande à tous les présidents et les membres des bureaux de vote de bien vouloir se conformer concernant toutes les opérations qu'ils auront à entreprendre aux dispositions de la circulaire relative au déroulement du scrutin du vendredi 24 février 2023. Je profite de cette occasion pour rappeler aux électrices et aux électeurs qu'il est strictement interdit de mener des activités de propagande la veille et le jour du scrutin. Ces activités incluent le port ou l'affichage de tout support médiatique qui révèle un message de soutien en faveur d'un groupement ou parti politique. Enfin, j'appelle les responsables des partis politiques en lice, les électrices et les électeurs à faire preuve de civisme
et de sens de responsabilité lors du scrutin. Et c'est ainsi que le ministre de l'Intérieur a reçu aujourd'hui, en fin de journée, les observateurs de l'Union africaine chargés du suivi des élections législatives prochaines qui débuteront demain. Ce sont des représentants de l'Union africaine conduites par l'ambassadeur de Djibouti, Addis Abeba, et représentants auprès de l'Union africaine, M. Biaïbé, et ces entretiens ont été portés sur les travaux des observateurs lors de ce scrutin. En d'autres termes, cette rencontre visait à harmoniser les dispositions pour l'observation électorale. Cette mission a pour mandat l'observation indépendante, impartial et objectif du scrutin de demain. Eh bien, comme je vous le disais, à 24 heures des élections législatives prévues pour demain matin, la délégation des observateurs de l'Union africaine s'est rendue aujourd'hui de matinée au siège de l'UMP derrière les cités ministérielles, conduite par l'ambassadeur Djibouti en Éthiopie et représentant au sein de l'Union africaine, M. Abdi Haïbé, ainsi que l'ambassadeur directeur multilatéral des affaires étrangères, M. Guy Idriss. La délégation de l'Union africaine a été accueillie par le vice-président de l'UMP, M. Abdelkader Khan Mohamed. Au menu de discussion, la campagne électorale, la place de l'UMP lors de cette élection, ainsi que les dispositions du bon déroulement des élections législatives de demain. Sans transition, la délégation des observateurs de l'Union africaine se sont rendus après et ont rendu visite à la présidente du parti UDJ, Mme Ilaya Ismail Guédharid. Au siège de l'UDJ, la délégation des observateurs de l'Union africaine s'est entretenue avec Mme Ilaya Ismail. Au cours de cet entretien, la tête de liste de l'UDJ a soulevé de nombreux points concernant les mesures déjà prises et les efforts engagés. Puis c'est au tour du président du Conseil constitutionnel, M. Abdi Ismail Hirsi, qui a reçu cet après-midi les observateurs de l'Union africaine chargés du suivi des élections législatives prochaines. Arrivés au siège du Conseil constitutionnel, les membres des observateurs ont été reçus chaleureusement par le président du Conseil constitutionnel. Puis c'est au tour de la CENI de recevoir les observateurs de l'Union africaine. Ils ont été reçus par le président de la CENI. Cette institution avant une rencontre, premier contact entre les observateurs de l'Union africaine chargés des suivis de l'élection législative prochaine, prévue demain. Ainsi, la Commission nationale de communication a tenu des réunions de travail, tour avec les observateurs des États de la Ligue arabe, l'Organisation de coopération islamique, ainsi que les observateurs de l'Union africaine. La délégation a été accueillie par l'arrivée par le président de la CNC, M. Ali Mohamed Mbio. Le discours porté sur la supervision de la couverture médiatique des élections par la CNC. Le président de la CNC a fait un observateur international, un bref exposé sur les modalités de couverture médiatique et mise en place par son institution. Il a ainsi expliqué aux observateurs le principe de la répartition des temps d'antenne fixé dans la loi 96 portant sur le pluralisme politique. Le président de la CNC a également détaillé sur l'observateur international comment l'institution de la CNC a procédé au décompte et au monitoring de la couverture médiatique pendant les campagnes des législatives. Rappelons que le président de la CNC et le commissaire CNC ont par la suite répondu aux questions des observateurs, soulignant qu'à l'issue des réunions, les observateurs ont salué le professionnalisme, le sérieux de la Commission nationale de la communication. Comme je vous le disais, les discours ont porté sur la supervision de la couverture médiatique de l'élection par la CNC. Le président de la CNC a fait aux observateurs internationaux un bref exposé sur les modalités de la couverture médiatique mise en place par son institution. Et toujours dans le cadre
des élections législatives, une réunion d'information et de concertation a eu lieu ce matin au ministère de l'Intérieur. Une réunion qui s'est tenue entre le ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, et des cadres de son département, et le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Adnan Abdijama, et son staff ont vu de préparer ensemble la soirée des proclamations des résultats du scrutin législatif prévu demain. Le département de l'Intérieur, en tant que ministère à la charge de l'organisation de ces élections, il était donc crucial pour la RTD de faire une dernière mise au point afin que la soirée des proclamations des résultats se déroule dans des meilleures conditions. C'est pourquoi plusieurs points importants ont été soulevés au cours de cette rencontre, et notamment les derniers paramétrages du site d'animation, la sécurité autour du même site et les experts des élections intervenant au cours de la soirée, mais aussi et surtout la coordination entre les deux équipes pour l'acheminement et l'annonce des résultats par les journalistes sur le plateau. Eh bien, concernant les élections législatives pour demain, le coup d'envoi de ce travail a commencé cet après-midi à la préfecture de Djibouti. Dans la cour de celle-ci se trouvaient bien avant 16 heures, plus de 35 véhicules et chauffeurs des différents établissements publics étaient mobilisés pour acheminer également les urnes contenant tous les accessoires et autres matériels nécessaires pour le bon déroulement des élections dans les nombreux bureaux de vote de Djibouti-Ville et de Balbala. Notre confrère Mustafa Ibrahim, qui a interviewé cet après-midi le préfet de Djibouti, M. Asman Bilegueri, nous a expliqué que le contenu de ces urnes est la mobilisation du personnel pour le bon déroulement des élections législatives de demain. La date de victoire, c'est demain, le 24 février 2023. Toutes les urnes, c'est-à-dire 331 urnes, vont déplacer vers 35 centres de ville de Djibouti, capitale de la ville de Djibouti. Donc, ces urnes, ils ont tous les matériels dont le besoin de bureau de vote. C'est-à-dire le bulletin de vote, les encres, liste d'émargement, tous les matériels connus internationalement qu'on a besoin dans le bureau de vote. Donc, et tout ça déroule parfaitement et convenablement. On a mobilisé plus de 30 voitures. Inch'Allah, à demain, vont débuter de 6h à 18h jusqu'à même à 19h. Inch'Allah, on souhaite à notre chère population de bonnes fêtes. Eh bien, direction le nord, où la préfecture de Tadjoura a effectué tôt ce matin les départs des urnes. Eh bien, avant le départ, le préfet de Tadjoura, M. Hassan Adabali, a constaté que tout soit dans l'ordre avec les responsables, l'équipe de la préfecture chargée de la préparation de l'élection législative. Ainsi, les urnes ont été acheminées vers différentes localités de la région de Tadjoura avec l'aide de l'armée et de la garde républicaine. Le préfet de Tadjoura, M. Hassan Adabali, a mis l'accent sur le bon déroulement de cette élection législative prévue pour demain et que les différentes localités éloignées ont été prises en considération. On reste toujours en direction le sud, où elle aussi, la ville de Dikilal. C'est le départ des urnes de vote vers localités lointaines sous les escortes djiboutiennes. Au total, rappelons aussi en guise de préparation, les présidents des bureaux de vote se sont traînés sur les documents afin d'éviter les effets surprises. Et comme je vous le dis, alors que l'acheminement des urnes de Djibouti-Ville se poursuit pour les élections législatives de demain, Arta n'est pas en reste pour acheminer en toute sécurité les urnes et en tout les matériels nécessaires pour l'ensemble des bureaux de vote de la région. Les responsables et les autorités de la région sont mobilisés à travailler d'arrache-pied pour que les scrutins de demain se déroulent dans le calme et la sérénité. Et c'est dans ce cadre-là que les préparatifs des élections législatives de demain que la préfecture de Dikil a organisé hier matin dans la préfecture un atelier de formation au profit des présidents et des secrétaires des bureaux de vote. Cette formation a été présidée par le préfet de la région, Adnan Moussa, assisté à son adjoint. La formation est centrée sur les missions qui sont dévolues au président et sur la bonne compréhension des procès-verbaux à remplir lors de cette journée de scrutin. Cet atelier a suscité beaucoup d'échanges intéressants de la part des participants et présents.
À la fin, toutes les participants sont sortis convaincus, satisfaits de la prestation et prêts pour exécuter la mission qui leur est confiée pour demain. Direction d'Amerjok, dans la région d'Arta, où je vous dis dans le titre, une délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage, chargé des ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awale, accompagné du secrétaire général Ibrahim Mohamed Ilmi, du sous-préfet d'Amerjok. Cette visite fait écho aux multiples doléances des habitants de la localité agricole d'Atar concernant les dégâts provoqués par les pluies torrentielles sur les parcelles de plantation d'Atar qui se trouvent dans la sous-préfecture de Merjouk et avaient déjà bénéficié du programme de résilience à la sécheresse et de développement des moyens de subsistance durables dans le pays de la Corne de l'Afrique. C'est dans ce sens que des opérations de construction, de réhabilitation des puits et des réservoirs ainsi que d'équipements en pompe solaire se sont succédés dans cette localité. Le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage, M. Mohamed Ahmed Awale, a pu voir de visu les dégradations matérielles et a ensuite pris le temps de dialoguer avec les exploitants agricoles d'Atar pour les réitérer qu'un programme de rémédiation des dégâts est engagé et sera exécuté dans les plus brefs délais. Et cette autre cérémonie riche en couleurs qui s'est tenue aujourd'hui pour l'inauguration de la passerelle Hassan Roble Qiyad, située sur la route numéro 1 dans la commune de Balbala. C'est sous le haut patronage de Qassim Haroun Ali, ministre délégué chargé de la décentralisation, du colonel Ouass Omar Bakore, commandant de la garde côte djiboutienne, qui a eu l'honneur d'accueillir de nombreux invités, dont le directeur général de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, du secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillah Ouass, du général de corps d'armée, Zekriya Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, ainsi que le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud, le directeur du DMP, Adjam Ibrahim, et le président de la commune de Balbala. La passerelle Hassan Roble Qiyad est la première infrastructure de son genre dans notre pays, un fruit de la vision du président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli, et dont la réalisation a été confiée à la garde côte djiboutienne. Cette installation vise à lutter contre les accidents souvent mortels de la circulation qui touchent cette artère très fréquentée de la capitale. Les piétons, dont particulièrement les écoliers, vont ainsi profiter d'un passage rapide, sécurisé au-dessus des véhicules. Le colonel Ouass Omar Bakore, commandant de la garde côte djiboutienne, a dans son allocution tout d'abord tenu à saluer la vision éclairée et le rôle primordial joué par le président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli, dans la concrétisation de cette parcelle et son engagement permanent pour renforcer le cadre de vie et la sécurité de nos concitoyens. Il a poursuivi par un hommage appuyé à Feu Hassan Roble Qiyad, concepteur de l'emblème de la République de Djibouti et héros de l'indépendance nationale, à qui le président de la République a dédié cette parcelle. Il s'agit là d'une reconnaissance envers l'un des plus illustres fils de notre pays. Le commandant de la garde-côte djiboutienne a ensuite tenu à remercier les acteurs publics et privés qui ont contribué à la réalisation de cette passerelle. Plus particulièrement à Mme Amina Abdi, ministre de la Ville et de l'Urbanisme, de l'Habitat, du secrétaire général de la Présidence, M. Mohamed Abdillah Ouass, du général de corps d'armée, Zekriya Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, et le directeur de l'électricité du Djibouti, du directeur du DMP. Il a aussi salué le rôle de Salam Africa Bank qui a contribué au financement et a démontré sa disponibilité auprès de nos concitoyens. L'Estrade a ensuite accueilli le ministre de la décentralisation qui a retiré l'engagement du président de la République et l'emblème du gouvernement pour l'amélioration du cadre de vie djiboutien. Il est longuement revenu sur tous les bénéfices que la mise en place de la passerelle va apporter pour la sécurité des piétons et notamment des jeunes écoliers au quotidien. Il a finalement félicité le commandant de la garde-côte djiboutienne et les personnels de cette institution qui, au de leur mission du domaine maritime djiboutien, sont des acteurs actifs dans l'action sociale au profit de la population djiboutienne. Il a ensuite procédé à l'inauguration officielle de la passerelle Hassan Roble Qiyad par le dévoilement de la plaque immortalisant événementielle et exceptionnelle. Eh bien, la cérémonie s'est poursuivie par la présentation des sketchs illustrant les risques pour les piétons traversant une route très utilisée par les bénéfices apportés par la passerelle Hassan Roble Qiyad pour leur sécurité au quotidien. Puis on est suivi par la remise des médailles dans l'ordre national du 26 juin à des membres de la garde côte djiboutienne. أولادي سكول كيدا مايساي دي كده هو
waxaan maqaabad baa hooyo ma la mari karaa oo meesha hooyo bilow nala duntaa ma guradaas saraan marnaa hooyo arkanaan ka kornaa bismillaahi ariguna ma kori karaan ma arigiyo dadka isla maro hooyo bismillaahi raxmaan ale maashinuga sont suivis par la remise des médailles dans l'ordre national du 27 juin à des membres de la garde-côte djiboutienne. De son côté, le ministre de la décentralisation a rappelé l'importance que revêt cette infrastructure, un soulagement pour les parents et une aubaine pour les piétons traversant la route au quotidien. Important et précurseur portera désormais un nom très cher pour la patrie, c'est celui de M. Hassan Roble Ayad, créateur de l'emblème national. Il n'est point utile d'insister sur l'importance de cette parcelle baptisée Hassan Roble Ayad, puisque nous constatons déjà qu'au-delà du côté esthétique et resplendissant, cette passerelle située dans la commune de Balbala et dans une zone qui abrite plusieurs établissements scolaires et des centres commerciaux va largement améliorer la sécurité des piétons qui l'empruntent régulièrement. Cette passerelle est née de la volonté politique du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui s'est impliqué personnellement pour la réalisation de cette infrastructure qui a immédiatement amélioré le quotidien des milliers d'usagers qui sont pour la plupart des étudiants qui bravaient les dangers à chaque traversée de cet axe routier très fréquenté par les automobilistes. De son côté, le colonel de la garde-côte djiboutienne n'a pas manqué de rappeler que cette passerelle a entièrement été financée et matérialisée sous le leadership du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Un pont pour les piétons désireux de traverser dorénavant en toute sécurité, a-t-il rappelé. Avec un grand plaisir et de grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui pour l'inauguration de la passerelle Hassan Roble Ayad. Cette passerelle est un symbole de sécurité et de développement pour la population de la commune de Balbala. Et je suis heureux de constater que la garde-côte djiboutienne a été le maître d'ouvrage de ce projet. Nous sommes convaincus que cette passerelle va jouer un rôle très important pour la sécurité des écoliers et des habitants de cette commune. En effet, la traversée de la route nationale était très dangereuse, surtout sur les enfants qui doivent se rendre à l'école tous les jours et les piétons victimes de plusieurs accidents mortels. Avec cette passerelle, nous sommes certains que la sécurité des piétons sera grandement améliorée. Je tiens à souligner et saluer la vision stratégique et le rôle du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui a initié et financé ces projets. Sa vision stratégique pour notre pays et son engagement en faveur de la sécurité de nos concitoyens ont été un élément moteur dans la concrétisation de ces projets.
Il s'agit d'un nouveau témoignage éclatant de sa disponibilité de tout le temps et tous les instants envers nos concitoyens et l'amélioration de leur cadre de vie dans le quotidien. Direction le Luxembourg, où l'ambassadeur Aden Mohamed Letta a remis hier à son Altesse royale le grand-duc Henri, souverain de luxembourgeois, ses lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du grand-duc de Luxembourg. La cérémonie officielle s'est déroulée au palais du Grand-Ducal à Luxembourgville, à l'issue de laquelle l'ambassadeur a eu un entretien privé avec le souverain qui a transmis les salutations cordiales du président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite. Pour sa part, Sa Majesté le Grand-Duc Henri a chargé le nouvel ambassadeur de transmettre ses salutations au chef de l'État et lui a assuré qu'il trouvera au Luxembourg tout l'appui et l'assistance nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ensemble, le souverain et l'ambassadeur ont ensuite discuté des moyens de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et de la visite prochaine à Djibouti du ministre luxembourgeois des Affaires étrangères. Retour à Djibouti où, dans un univers numérique qui est en constante mutation, nos jeunes ont plus que jamais besoin d'être guidés. C'est dans ce sens, cette optique, que l'ANCI a entrepris une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires de la capitale et des régions de l'intérieur afin de sensibiliser les écoliers et les élèves au risque du numérique. L'Agence nationale des systèmes d'information de l'État conduit depuis lors un programme national de sensibilisation dans le but de promouvoir une culture de cybersécurité. Ce programme national de sensibilisation, souscrit dans la stratégie nationale de cybersécurité, vise toutes les couches de la population, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables quotidiennement exposés aux outils numériques, mais bien souvent peu conscients des risques encourus dans leur pratique. Les enfants et les adolescents sont des cibles potentielles sans être conscients. Ils ont tendance aujourd'hui à accorder une confiance démesurée à leur interlocuteur virtuel et à délivrer une grande quantité d'informations sans visage qu'elles puissent être exploitées à des mauvaises fins. De la part de l'ANSSI, des gens très compétents et qui nous ont permis de voir les horizons qui s'ouvraient à nous par rapport à la cybersécurité et les opportunités à Djibouti. Nous avons eu l'occasion d'apprendre, de nous renseigner par rapport aux risques du numérique, par rapport au phishing, au ransomware et à tous les logiciels malveillants que l'on peut rencontrer sur Internet. C'était très enrichissant. Et j'espère pouvoir en apprendre plus dans la deuxième partie de ce séminaire. L'objectif principal de cette campagne est d'outiller les jeunes afin de cerner les enjeux de la cybersécurité liés aux activités universitaires, identifier les risques et les principaux menaces associées aux technologies numériques, adopter des bonnes pratiques en matière de cybersécurité et d'hygiène numérique. Mercredi, dans le locaux de l'Institut africain de Djibouti, en collaboration avec l'ANSSI, qu'on a pu organiser une campagne de sensibilisation sur le risque numérique dans le milieu universitaire. Et ce n'est pas d'ailleurs la première, et on travaille acharnement avec l'ANSSI afin de sensibiliser et d'organiser des campagnes de sensibilisation dans l'ère numérique. Donc, comme la dernière fois, à City Hall. Donc, nous allons continuer dans ce sens, à travailler, de main à main, et prouver et montrer à la société les risques liés à l'utilisation de l'Internet et à l'outil numérique. D'accord ? Donc, il faut déjà, présenter et expliquer à la société l'ère numérique. Donc, on va continuer dans ce sens. Et nous sommes très ravis d'accueillir et on leur demande de compter sur nous pour toute autre participation et organisation d'événements. Social à présent, où le ministère des Affaires sociales et de la solidarité, chargé de la politique de lutte contre la pauvreté, de la promotion de la solidarité nationale, a procédé tout au long de cette semaine à des transferts monétaires à travers les caisses d'épargne et des crédits à près de 2000 ménages au sein des communes de Balbala et de Boulaous. Ces distributions monétaires à hauteur de 30 000 francs par trimestre ont pour but d'améliorer les conditions de vie et de renforcer l'autonomisation et la résilience les plus démunis. C'est dans ce contexte social marqué par des multiples chocs récurrents, dont les flambées des prix. Ainsi engagé dans la résilience et la sortie progressive et la pauvreté, le ministère des Affaires sociales a facilité à travers ses programmes sociaux de transferts monétaires la bancarisation des ménages vulnérables, exclus du système financier classique. Incités à épargner, ces derniers peuvent donc, a-t-il dit le ministère, à travers ces subventions fructifier leurs ressources économiques.
Outre l'aide monétaire, ces ménages sont également soutenus par le ministère à travers les formations visant à renforcer leur capacité entrepreneuriale. Le but étant de leur donner toutes les compétences nécessaires pour s'insérer sur le marché du travail en devenant un membre productif de la société. Outillés ainsi pour être de leur propre développement, ces ménages vulnérables qui ont désormais accès à des services financiers de proximité d'intérêt appelés à renforcer leurs ressources économiques en créant des activités génératrices de revenus telles que l'artisanat, les petites industries et commerces ou toute autre activité permettant de générer des ressources financières. Ces programmes de transfert monétaire témoignent de la forte volonté politique et réduire le chômage, de renforcer le marché de l'emploi et d'accompagner les ménages vulnérables vers l'autonomie financière grâce notamment à l'auto-emploi. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi une signature de contrat sur l'interconnexion bancaire entre D-Money et East Africa Bank qui a eu lieu ce matin au siège de D-Money. Ce partenariat d'interconnexion bancaire constitue un puissant levier de croissance et favorise ainsi les transferts d'argent, un réseau de mise en commun des infrastructures de réseaux, de distribution et de manière générale des canaux d'accès à une diversité de services financiers. Le tout s'inscrit dans l'objectif global de proposition de valeurs fortes pour les populations, tant sur l'offre elle-même que sur la couverture géographique. Donc, East Africa Bank et D-Money sont techniquement aujourd'hui interconnectés leurs deux plateformes, ce qui permettra à la clientèle de East Africa Bank d'accéder aux services de D-Money et vice-versa. Ces services d'interconnexion permettra à la clientèle de East Africa Bank d'accéder aux services D-Money directement et vice-versa à une personne disposant d'un compte D-Money et ayant un compte bancaire à East Africa Bank d'accéder aussi à son compte bancaire et d'alimenter sa wallet ou son portefeuille électronique de manière instantanée via l'interconnexion. Santé à présent, où l'hôpital Ar-Rahma a organisé hier une caravane médicale multidisciplinaire dans la ville d'Arta, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Ce convoi médical qui comprenait un certain nombre de spécialités, notamment la gynécologie, l'obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie générale, interne et ophtalmologie, visait à fournir des traitements et des médicaments à 500 patients. La cérémonie d'inauguration de cette caravane, qui est le premier d'une série de convois médicaux que l'hôpital conduira dans les régions de l'intérieur et les banlieues de la ville de Djibouti, s'est tenue en présence du directeur général régional de l'ONG Ar-Rahma à Djibouti, Abdelghani Ismail, du préfet adjoint de la région d'Arta et le président du conseil régional. Ont assisté à cette cérémonie le conseil technique du ministre de la Santé, Ahmed Ahmed, et le directeur de l'hôpital Ar-Rahma, les médecins en chef de l'hôpital d'Arta et des hauts fonctionnaires de l'ONG Ar-Rahma à Djibouti. Il convient de noter que le bureau régional de l'ONG Ar-Rahma à Djibouti a l'intention d'organiser 6 convois médicaux supplémentaires au niveau des régions de l'intérieur, pour fournir des traitements et des médicaments à environ 3000 personnes. Les différents responsables ont salué l'importance tangible de cette caravane médicale pour rapprocher les soins des citoyens, en particulier ceux vivant dans les zones reculées. Ils ont également salué la coopération fructueuse entre le bureau régional d'ONG Ar-Rahma à Djibouti et le ministère de la Santé. Et dans l'actualité internationale, les troupes israéliennes ont tué 11 Palestiniens et plus de 80 blessés par balles hier lors d'un raid de plusieurs heures dans la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne a déclaré que le raid visait des combattants suspects dans un appartement de repli. Les 3 des suspects, 2 groupes militants, la Tanière de Lyon et un djihad islamique palestinien ont été tués. L'opération a suscité la colère des Palestiniens qui ont annoncé plutôt un vaste grève de protestation qui s'est tenue à Bethléem. Ce mercredi à Ramallah, les Palestiniens ont organisé des marches pour condamner les crimes de forces d'occupation israélienne, tandis que les magasins ont fermé leurs portes pour pleurer leurs morts. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé et bon week-end à vous.